Deuxième jour de la réunion du groupe consultatif sur le financement du programme national de développement à Paris. On sera en direct de Paris pour faire le point de la journée avec le directeur général du plan dans ce journal. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle revenir sur le marché du diamant? Les autorités répondent à cette question en réactivant le processus de Kimberley. Quels sont les atouts du pays? Réponse dans cette édition. Et puis le coup d'envoi de la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football a été donné cet après-midi au stade Félix Houphouët à Boigny. Dans le groupe A, les éléphants ont affronté leurs homologues du Nigeria. Score final, 0 but partout. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans cette édition. En marge de la table ronde sur le programme national de développement qui était à son deuxième jour aujourd'hui, le président de la République a rencontré les ambassadeurs africains accrédités en France. Les échanges se sont déroulés à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ils ont porté sur le financement du programme national de développement qui vient d'être obtenu et sur la résolution de la crise malienne. Le point avec notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé Saoué. 4 319 milliards de francs obtenus contre 2017 milliards attendus. La Banque mondiale, à elle seule, a contribué à hauteur de 1000 milliards de francs. La levée de fonds de l'État de Côte d'Ivoire pour financer son programme national de développement a connu un véritable succès. Le président de la République a donné la primeur de l'information aux ambassadeurs africains accrédités en France dans les locaux de la chancellerie. Nous avions comme objectif une mobilisation de 2000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 3 milliards d'euros qui nous manquaient pour le financement de l'investissement public. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons mobilisé le double, c'est-à-dire 6 milliards d'euros au lieu de 3 milliards que nous recherchions. Le chef de l'État a convié les ambassadeurs africains accrédités en France pour leur présenter sa vision de la Côte d'Ivoire, mais également pour l'Afrique, terre d'espérance. Nous sommes optimistes car le continent africain connaît maintenant un taux de croissance au-delà de 5%. Et malgré ce taux qui est le plus élevé dans le monde au niveau des grandes régions, je suis persuadé que l'Afrique peut faire mieux. La preuve d'ailleurs, cette année, la Côte d'Ivoire fait un taux de croissance de 8,6%, c'est-à-dire parmi les 10 pays, un taux de croissance le plus élevé dans le monde. Il est de la responsabilité des dirigeants que nous sommes de contribuer au développement de notre continent par une croissance durable et stable. La question malienne a été bien entendu évoquée par le président de la République, président en exercice de la CEDEAO. Notre volonté est d'accélérer le dialogue politique qui a d'ailleurs commencé et qui se déroule dans de bonnes conditions à Ouagadougou et à Alger, et aussi de faire en sorte que si ce dialogue politique ne pouvait pas résoudre le problème totalement, que le règlement soit fait par une intervention militaire en vertu des dispositions du chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'en ai parlé hier avec le président Hollande et nous ferons tout pour que au mois de décembre nous puissions obtenir la résolution, donc l'intervention sous chapitre 7. Et nous avons également l'intention d'envoyer une délégation, d'ailleurs qui sera conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, voir le secrétaire général Ban Ki-moon dans les tout prochains jours pour indiquer notre souhait d'accélérer l'adoption de ce dossier. Ça n'est suivi quelques échanges avec les ambassadeurs africains, parmi eux l'ambassadeur du Mali qui a remercié le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour la résolution de la crise malienne. Le président Ouattara s'est aussi prononcé sur la crise malienne lors d'une interview accordée ce matin à Europe 1. Le président en exercice de la CEDEAO a annoncé une éventuelle intervention armée pour libérer le Nord Mali dans le premier trimestre de 2013. Je vous propose un extrait de cette interview. Le président Hollande suit de très près ce dossier, il nous apporte un soutien important et nous avons besoin de ce soutien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut une intervention rapide au Mali
c'est urgent. Il y a urgence parce que ce pays, le Nord Mali, est occupé par des terroristes, des trafiquants de drogue. C'est tout de même les 2/3 du territoire malien. Nous sommes voisins du Mali, nous ne voulons pas que ces personnes viennent, ces terroristes descendent dans nos pays. Les Maliens souffrent, nous sommes tous Maliens à l'heure où je vous parle. Nous ne pouvons pas admettre que cette situation perdure. Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies d'agir rapidement, si possible, au mois de décembre. Il y a trop de retard. C'est ce que j'ai demandé hier au président Hollande. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il ferait de tout pour qu'il en soit ainsi. Il parlera bien sûr aux autres membres du Conseil de sécurité. Vous savez, le problème malien entre Maliens n'est pas si difficile à régler. La difficulté, c'est que nous avons des personnes, des terroristes qui viennent d'ailleurs. Les Maliens ont eu des incompréhensions. Maintenant, les grands mouvements MNLA et Ansardine se rendent compte que ça a été une erreur. Ils se sont fait déborder par des terroristes qui sont venus d'ailleurs. Et il faudrait que nous fassions partir ces gens. Et l'intervention militaire est indispensable, elle est urgente. Si nous avons une résolution en décembre, nous espérons pouvoir organiser ces interventions dès le premier trimestre. Et puis en bref, toujours concernant la crise malienne, les premières discussions entre le pouvoir de Bamako et les groupes armés Ansardine et MNLA ont débuté hier à Ouagadougou autour du président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur régional pour chercher une solution politique à la crise. J'en viens à la table ronde autour du PND, toujours dans la capitale française. La Côte d'Ivoire a gagné son pari, celui de mobiliser des fonds pour financer le PND, le Programme national de développement. En cette deuxième journée, les bailleurs de fonds ont annoncé plusieurs milliards de francs CFA. Le point avec Abiba Dambele-Sawé. L'opération de mobilisation de fonds de l'État de Côte d'Ivoire pour financer le Programme national de développement a dépassé toutes les espérances. Après 2 jours de travaux au siège de la Banque mondiale à Paris, 4 319 milliards de francs, pratiquement le double des fonds attendus, ont été obtenus. Et c'est un Premier ministre satisfait qui a fait l'annonce devant l'assistance dans son discours de clôture. Je me réjouis de constater que la vision de son Excellence le président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 est comprise, partagée et soutenue par tous. Je suis heureux de vous informer que la première journée du groupe consultatif consacré aux institutionnels a donné des résultats positifs au-delà de nos attentes. Notre objectif de mobilisation pour le financement de nos projets publics était fixé à 2017 milliards de francs CFA, soit autour de 4 milliards de dollars US. Les annonces recueillies auprès de nos partenaires ont totalisé la somme de 8,6 milliards de dollars US, soit environ 4 300 milliards de francs CFA pour la période 2013-2015. Merci à tous. Avant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tour à tour, les modérateurs des 5 panels ont livré les conclusions de leurs réflexions qui ont porté sur les infrastructures, les mines et énergies, l'agriculture et l'industrie et l'éducation-formation. De même que la construction. Avec cette bonne nouvelle, la signature d'un contrat avec un groupe marocain pour la construction de logements pour la Côte d'Ivoire qui souffre d'un déficit de 400 000 logements. Le Premier ministre, répondant aux questions des journalistes, a annoncé la mise en place d'une commission de mobilisation des ressources qui va concrétiser les intentions de financement et voir les conditionnalités. Par ailleurs, tous les participants ont salué la qualité de la documentation préparée par la Côte d'Ivoire. Plusieurs membres du gouvernement prennent part à ce rendez-vous, ainsi que tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PND. Voici quelques réactions au micro d'Abiba Dambele-Sawé. Nous sommes maintenant un peu plus qu'1 an et demi après la crise post-électorale. C'est maintenant un grand moment. La Côte d'Ivoire est de retour. Et maintenant, c'est important que toute la communauté internationale, privée et publique, sont autour de la Côte d'Ivoire pour aider à les défis qui sont encore là. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, voulant faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un pays émergent. Cela suppose des investissements importants, effectivement. La Côte d'Ivoire a donc invité autour d'une table ses bailleurs, ses principaux bailleurs. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire a récolté plus qu'elle n'attendait pour le financement de ces investissements-là. Nous sommes là, on sait bien que la reprise et la relance économique ne peut pas se faire sans tous les secteurs d'activité, et principalement le secteur des infrastructures,
notamment les ports. La Côte d'Ivoire est un moteur essentiel de l'économie de notre région et s'il y a la croissance en Côte d'Ivoire, il y aura la croissance dans tous les pays de la CEDEAO. C'est pourquoi la CEDEAO soutient fermement le programme national de développement et lance un appel à tous les partenaires pour qu'ils contribuent activement à sa réalisation. L'image de la Côte d'Ivoire commence à être mieux perçue et que la Côte d'Ivoire recommence à attirer les investisseurs. Le gouvernement était venu rechercher 2000 milliards, mais il y en a eu le double, plus du double. C'est un signe qui se passe de commentaires. Il est important pour nous parce qu'il va relancer l'ensemble du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Et en relançant ce processus-là, il y aura création d'emplois, amélioration de l'environnement des affaires, amélioration de la compétitivité des entreprises et forcément amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens. À partir de là, le secteur du commerce sera intensifié et nous pourrons travailler dans de bien meilleures conditions. Montrer comment l'amélioration de la sécurité en Côte d'Ivoire contribue ou peut contribuer aux investissements qui sont source de croissance. Et source de croissance, mais source de croissance créatrice d'emplois. Inciter nos partenaires à investir en Côte d'Ivoire massivement pour créer des emplois et réduire les tensions sociales, réduire l'insécurité. Si je résume les apports de tous les bailleurs pour financer le PND, tous les bailleurs ont dans leur programme un appui aux petites et moyennes entreprises. On change de sujet. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle revenir sur le marché du diamant? Les autorités ont décidé de répondre à cette question en réactivant le processus de Kimberley. La Côte d'Ivoire, pour cause de guerre, est jusqu'à présent exclue de ce marché. Au plan international, certains pays veulent l'aider à y revenir. Au plan national, la mission a été confiée à Tess Fatimata, secrétaire générale du processus de Kimberley. Les explications de Lassine Fofana. La Côte d'Ivoire fait l'objet d'un embargo sur la commercialisation de ses diamants bruts depuis 2005, au plus fort de la crise politico-militaire. Après la fin du conflit, le groupe des Amis de la Côte d'Ivoire a décidé de l'aider à réintégrer le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, je voudrais le rappeler, c'est le système international de certification du diamant ivoirien. Récemment, il y a eu un atelier. Cet atelier de sensibilisation dans la zone diamantifère de Séguéla des acteurs de la filière est l'une des recommandations faites par le groupe des Amis de la Côte d'Ivoire lors de sa dernière mission. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la filière diamantifère et de les emmener à comprendre le système de traçabilité mis en place des diamants depuis l'exploitation jusqu'à l'exportation. En marge de cet atelier, des véhicules ont été remis aux directeurs régionaux du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour accroître leur capacité de mobilité afin de mener à bien la sensibilisation sur le processus de Kimberley dont la Côte d'Ivoire a besoin pour revendre son diamant désormais. La Commission électrotechnique africaine de normalisation a organisé récemment à Abidjan un séminaire sur la certification aux normes du système CEI, des équipements électriques et des services en atmosphère explosive. Le séminaire vise à renforcer les capacités des experts africains des secteurs pétroliers, gaziers et électriques et des services en atmosphère explosive. Les précisions sont signées Hugues Webley. Les industries utilisant des équipements électriques en Afrique ont eu à Abidjan l'occasion de découvrir comment elles peuvent bénéficier du système CEI d'évaluation de la conformité en atmosphère explosive. L'atmosphère explosive étant le mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur, brouillard ou poussière. Experts africains des secteurs pétroliers, gaziers et électriques ont appris à Abidjan comment appliquer les 5 normes internationales CEI relatives à la certification des équipements électriques et des services en atmosphère explosive, réaliser des exercices pratiques sur différents sites de gestion et de production d'électricité en Côte d'Ivoire. On n'a pas pu aller, bien entendu, en 3 jours dans beaucoup de détails, mais je crois qu'on a pu quand même sensibiliser beaucoup aux risques, aux dangers qui sont inhérents à ce type d'environnement. Je crois que les normes internationales sont à la portée des pays africains, il faut qu'ils s'en saisissent. Ont donc été passés en revue à Abidjan les problèmes au quotidien auxquels sont confrontés les experts responsables et professionnels
des secteurs électriques, pétroliers et gaziers du continent africain espère impliquer dans l'installation et l'inspection des équipements et des systèmes, dans la réparation et la révision de ces équipements et systèmes et dans l'évaluation des compétences du personnel. Objectif visé en renforçant la capacité de ces experts des secteurs pétroliers, gaziers et électriques au plus fort en Afrique parce que certifiés aux normes internationales. Dans un autre registre, ces dispositions à prendre pour les candidats aux élections législatives partielles prévues le 3 février prochain. Ils sont invités à déposer leur dossier à partir du 15 jusqu'au 29 décembre. Écoutons à ce sujet le porte-parole de la Commission électorale indépendante CEI, Inza Diomandé. Communiqué de la Commission électorale indépendante. Le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance des candidats à l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale, titulaires et suppléants, qui se déroulera le 3 février 2013 dans les circonscriptions électorales numéro 42, Koumassi commune, numéro 86, Bangolo, Gogo Zanya, Caen, Zarabaon et Zou, communes et sous-préfectures, numéro 102, Boguedia, Issia et Tapegia, communes et sous-préfectures, numéro 125, Chiepo, Didoko, Nebo et Ogoudou, communes et sous-préfectures, Divo sous-préfecture, que les dossiers des candidatures seront reçus au siège de la CEI, 6 au boulevard des Martyrs, résidence Angwa, route du Zoo, Cocody, les deux plateaux, Abidjan, du 15 au 29 décembre 2012. Sauf les dimanches et les 23, 24, 25 décembre 2012, de 9h à 17h, sans interruption. Chaque dossier de candidature, candidat titulaire et candidat suppléant, doit comporter sous peine de rejet les pièces suivantes établies depuis moins d'un an. 1. Une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire, sur un formulaire spécifique, délivré sans frais par la CEI, revêtu de la signature dûment légalisée du candidat ou de la candidate. 2. Un extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu. 3. Un certificat de nationalité et, pour les naturaliser, une photocopie du décret de naturalisation en Suisse. 4. Un extrait du casier judiciaire. 5. Un certificat de résidence. 6. Une attestation de régularité fiscale. 7. Une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne sur feuille libre. 8. Une demande de mise en disponibilité conformément aux dispositions de l'article 113 du Code électoral. 9. Un reçu du cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par le Trésor public. Le cautionnement payé par le candidat ou la candidate titulaire vaut pour le candidat ou la candidate à sa suppléance. 10. Une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant. 11. Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie pour l'édition du bulletin unique de vote, version numérique, sur support électronique de préférence. 12. 2 photographies noires et blancs, bonne netteté et bon contraste de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Et 13. Une déclaration sur l'honneur du candidat ou de la candidate titulaire exprimant son acceptation de la candidature du candidat ou de la candidate à sa suppléance sur feuille libre. Seuls les originaux des pièces exigées seront acceptés, à l'exception de la copie du décret de naturalisation. Les formulaires de déclaration de candidature sont à retirer au secrétariat général de la CEI, 6 au boulevard des Martyrs, Cocody, Angré 7e tranche, bâtiment voisin à l'agence Sodesi. Fait à Abidjan le 4 décembre 2012, signé Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, a visité aujourd'hui quelques installations et bâtiments de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Le but de ce déplacement est de s'imprégner des réalités auxquelles sont confrontés les agents de la structure dans l'exercice de leur fonction, nous dit Patricia Omoetia. Visite de terrain entamée très tôt ce matin par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, à la RTI. Première étape, le centre émetteur d'Abobo. La ministre visite la salle des émetteurs et la salle d'exploitation. Deuxième étape, la radio nationale au plateau.
Visite des studios Paul Améoué, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. L'occasion pour la ministre d'intervenir en direct dans l'émission du mercredi consacrée aux enfants. Dernière étape, la télévision ivoirienne à Cocody. Ici encore, la ministre passe en revue les studios et les locaux. Visite appréciée par le comité managérial de la RTI qui affiche une volonté ferme à accompagner la ministre dans sa mission. Nous voulons continuer avec vous cet élan de modernisation et de professionnalisation de la RTI à travers diverses réformes nécessaires pour offrir aux auditeurs et aux téléspectateurs des émissions et des programmes de qualité qui prennent en compte leurs aspirations et leurs attentes. Vision partagée par la ministre qui demeure confiante quant à l'avenir de la RTI. Notre action à la tête de ce département de la communication s'inscrira dans la continuité des grands chantiers déjà entamés, qu'il s'agisse de la réhabilitation des centres émetteurs et de leur équipement, du renforcement des moyens de production, de l'amélioration constante de la qualité des programmes et des émissions, la concurrence annoncée par la libéralisation de l'espace audiovisuel doit être de ce point de vue perçu par tous comme un stimulant supplémentaire. Afoussiata Bamba a été nommé ministre de la Communication le 22 novembre 2012. Maître Afoussiata Bamba Lamine est donc le nouveau ministre ivoirien de la Communication. Par ailleurs, porte-parole adjointe du gouvernement. Qui est-elle? Quelles sont ses ambitions pour la presse en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse avec Alexis Ouetraogo. Lundi, 9h, 22e étage de la Tour C au plateau. Le nouveau patron ivoirien de la communication a les yeux rivés sur l'écran de la télévision accroché au mur de son bureau. Afoussiata Bamba Lamine est la troisième femme à occuper le poste de ministre de la Communication en Côte d'Ivoire. Sa nomination, l'expression de la volonté du président Alassane Ouattara à promouvoir les femmes au plus haut poste de responsabilité. Avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2001, la nouvelle ministre est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, d'un 2S en affaires internationales. Également, docteur en droit privé, droit européen des affaires comparées à l'université de Nancy 2, Afoussiata Bamba Lamine est une fervente partisane de la promotion des droits, particulièrement ceux de la femme. De 1997 à 2001, elle exerce comme juriste dans une filiale du groupe Bouygues en charge de dossiers de privatisation dans le domaine de l'énergie en zone Afrique de l'Ouest et centrale avant de se lancer en politique en 2002. D'abord comme conseiller juridique au ministère d'État, ministère de la Communication, puis directeur de cabinet adjoint en charge des affaires juridiques, administratives et institutionnelles au secrétariat général des Forces Nouvelles. Afoussiata Bamba Lamine est conseillère spéciale au département de sortie de crise auprès du Premier ministre d'alors, Guillaume Soro. Femme de conviction, on la retrouvera membre du comité d'évaluation et d'accompagnement de l'accord politique de Ouagadougou. Elle contribuera au processus de sortie de crise. Élue députée à l'Assemblée nationale l'an dernier dans la circonscription électorale d'Abobo à Abidjan, elle est désignée présidente de la commission des affaires générales et institutionnelles. On la verra d'ailleurs au premier plan défendre à l'hémicycle la loi nouvelle sur le mariage en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui ministre à la tête de la communication, plusieurs dossiers brûlants l'attendent, notamment ceux portant sur la réconciliation et la démocratisation qui passent par les médias. À ce sujet, la ministre envisage de grands chantiers. Il s'agira pour elle de réussir le pari du passage de la télévision numérique et surtout celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, un sujet très attendu par les Ivoiriens. Voilà, c'était le portrait du nouveau ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, avec Alexis Ouetraogo. La coordination des associations de parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire plaide pour la non-fermeture d'une école supérieure, le groupe Ivoire Academy, GIA. Pour rappel, le ministère de l'Enseignement supérieur avait décidé de fermer l'établissement pour non-disponibilité de locaux. La coordination des associations de parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a fait son plaidoyer au cours d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours au plateau. Léon Brou, Jean-Jacques Oméal. Groupe Ivoire Academy, une grande école est menacée de fermeture par décision du ministère de l'Enseignement supérieur. La raison, les locaux occupés, propriété de l'État, sont affectés à une autre école publique. Et pourtant, le contrat de bail expire en 2017
Sur les 1500 étudiants qui comptent l'établissement, 900 sont pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Devant cette situation, les parents souhaitent le report de la décision. Nous voulons qu'on trouve une solution pour que déjà les étudiants et le personnel restent sur place jusqu'à ce qu'au moins cette année scolaire-là finisse. Et je pense que jusqu'à ce que l'année va finir, bon, de façon sage, on trouvera la solution idoine. Pour mémoire, le groupe Ivoire Academy a été classé 6e sur les 100 établissements évalués par le ministère de l'Enseignement supérieur au titre de l'année académique 2011-2012. Dans le chapitre santé, plus de 6 millions de personnes seront vaccinées gratuitement contre la fièvre jaune dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre jaune, lancée par le gouvernement ivoirien depuis 2011. La cérémonie officielle de lancement se fera après-demain à Daoukro et la campagne se poursuivra jusqu'au 13 décembre, nous dit Fatou Fofana. Des fermetures de l'établissement, nous avons approché le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo. GIA est installé dans les locaux de l'ex-ESATP, sans doute sur la base d'un contrat de bail entre GIA et l'État de Côte d'Ivoire, représenté en l'occurrence par le ministère des Postes et des TIC. Et se trouve tout simplement que ce contrat de bail aujourd'hui est remise en cause par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la disponibilité toujours effective des locaux. Est-ce que les locaux sont toujours disponibles? Est-ce que GIA peut toujours rester dans ces locaux? Est-ce que les étudiants de GIA seront en sécurité, pourront prendre leur cours en toute tranquillité dans ces locaux? Lorsque nous nous sommes posé ces questions et que nous sommes arrivés à la négative comme réponse, nous avons donc décidé de procéder à la fermeture de GIA, le temps que GIA trouve de nouveaux locaux. S'agissant des mesures d'accompagnement portant sur la réaffectation des étudiants, Cissé Ibrahim Bakongo indique que tous seront réaffectés. Et les étudiants qui ont été affectés par l'État seront réaffectés dans d'autres écoles de la même envergure, dans la même filière. Concernant les étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État, nous avons dit à leur syndicat que nous avons reçu ici que pour ces étudiants, nous allons demander à GIA de reverser les droits qu'il a perçus aux établissements que les étudiants eux-mêmes vont désigner. Et nous les avons assurés de pouvoir commencer à prendre les cours dans ces nouveaux établissements avant même que GIA ait procédé au reversement des droits déjà perçus sur ces étudiants. La décision de fermeture de l'établissement prise en novembre dernier n'est pas encore effective. Peut-être que parents d'élèves et ministères de tutelle seront trouvés la juste réponse pour le bonheur des 1500 étudiants. Toutes nos excuses, vous avez plutôt suivi la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la probable fermeture du groupe Ivoire Academy. Comme annoncé tout à l'heure dans le chapitre santé, plus de 6 millions de personnes seront vaccinées gratuitement contre la fièvre jaune dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Les explications de Fatou Fofana. 6 500 000 personnes bénéficieront gratuitement du vaccin contre la fièvre jaune du 7 au 13 décembre prochain. 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire sont concernés. Il s'agit de la deuxième phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune lancée par le gouvernement ivoirien en 2011 avec l'appui de ses partenaires au développement. Je voudrais appeler les populations des districts concernés par cette campagne de se rendre massivement au lieu de vaccination. Je voudrais m'adresser surtout aux hommes, parce que quand on dit campagne de vaccination, les femmes et les enfants se pressent au point de vaccination. Les hommes sont entièrement concernés par cette campagne, qui est entièrement gratuite.
La communauté internationale a décidé de lutter contre la fièvre jaune en privilégiant la prévention. La Côte d'Ivoire bénéficie donc du soutien d'organismes internationaux comme l'OMS et l'UNICEF. Lors de la première phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune en 2011, plus de 8 millions de personnes ont été vaccinées. Pour cette deuxième phase, sont concernées toutes personnes de plus de 9 mois, à l'exception des femmes enceintes. Aucun traitement spécifique n'étant disponible contre la fièvre jaune, le vaccin préventif est le seul moyen pour être immunisé. Une seule injection protège pendant 10 ans. Il s'est ouvert à Abidjan lundi dernier et a pris fin aujourd'hui. Il s'agit de l'atelier régional pour les associations de consommateurs. L'initiative est du programme régional qualité qui instruit les participants entre autres sujets sur la protection des consommateurs et la promotion de la qualité. Le programme qualité de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises et d'assurer la conformité aux règles internationales du commerce et aux règlements techniques, en particulier les accords de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires à travers l'établissement et ou le renforcement d'infrastructures nationales et régionales d'appui en matière de qualité et la fourniture de services de normalisation, de métrologie, d'évaluation de la conformité et d'accréditation conformes aux normes internationales dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les 15 États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. C'est à cet effet que le programme qualité de l'Afrique de l'Ouest organise cet atelier régional de formation en consumérisme au profit des associations des consommateurs et les administrations concernées de l'espace CEDEAO et de la Mauritanie, ici à Abidjan, du 3 au 5 décembre. Cet atelier régional de formation organisé avec la collaboration technique de Consumer International, organisation de consommateurs indépendante et internationale, réunit les participants des 15 États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Elle a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. La Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise extrêmement difficile, a connu des problèmes sur le marché. Cette crise a sapé les fondamentaux de notre économie. Cette crise a déséquilibré le système de l'activité économique en Côte d'Ivoire et plus singulièrement l'activité du commerce, qui constitue le vecteur premier de la régulation du marché dans nos pays. Et cette fragilisation du secteur d'activité commerciale a engendré des conséquences notoires. La formation porte sur les questions relatives à la gestion, aux approches stratégiques, au cadre juridique des associations de consommateurs, à la protection des consommateurs, à la promotion de la qualité et à l'élaboration des normes. Elle a su s'adapter au contexte africain à travers de nombreux travaux d'ateliers qui ont permis aux participants de mieux appréhender les contours de leurs droits et devoirs, la nécessité d'engagement plus important et responsable. Les participants à cet atelier régional ont tous pris l'engagement ferme de faire avancer le consumérisme par une meilleure utilisation des outils mis à leur disposition. Le coup d'envoi de la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football a été donné cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. En match d'ouverture, les éléphants ont affronté leur homologue du Nigeria pour le compte du groupe A. Score final 0 but partout. Daniel Kwebikwalo. Début de la 8e Coupe d'Afrique militaire de football, CAMFoot, avec une cérémonie inaugurale au parc cadencé sur la musique de la garde présidentielle. Le comité d'organisation, sous la direction du médecin général Kwame Akissi, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations venues célébrer l'amitié par le sport. Le ministre de la Défense, Paul Kofi, a dit sa joie de recevoir en terre ivoirienne une telle manifestation qui réunit la hiérarchie militaire des États d'Afrique. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le chef de l'État et le Premier ministre, a officiellement ouvert la 8e CAMFoot. Nous félicitons l'OSMA et le comité d'organisation pour la qualité de l'organisation. Au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouverte la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football, dite CAMFoot, et nous disons que le meilleur gagne. Sur le terrain, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, qui s'affrontaient pour le match inaugural, se sont séparés sur un score nul, 0-0. Et pourtant, les deux équipes ont eu des occasions de but. La Côte d'Ivoire notamment en première mi-temps et surtout en fin de partie. Et le Nigeria par 2 fois au cours de la rencontre.
La 8e CAN Foot démarre timidement, mais les rencontres à venir situeront le niveau de cette Coupe d'Afrique militaire, dont la première journée prend fin avec les oppositions Égypte-Zambie, au Stade Champrou, Cameroun-Angola et Burkina Faso-Kenya, au Parc des Sports ce jeudi 6 décembre, sous le coup de 9h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.